Bonsoir. Je suis Cédric Villani, le président de l'Institut Henri Poincaré, situé sur le campus juste à côté, institut dédié à la recherche en mathématiques et en physique théorique. Je suis très heureux de vous voir si nombreux ce soir, tellement nombreux qu'on n'a pas pu vous accueillir à l'Institut Poincaré. Il fallait que l'Institut océanographique nous fournisse ce magnifique amphithéâtre de 500 places, somptueusement préservé. Téléphone portable, ouais, éteignez vos téléphones portables, comme à la Scala. Alors, si nombreux, effectivement, c'est pour une occasion exceptionnelle. Demain, dans ce même amphithéâtre, sera célébrée la résolution de la conjecture de Poincaré, démontrée il y a quelques années par le russe Grigori Perelman. Il y aura une cérémonie officielle à laquelle participeront la famille Clé, la famille de Poincaré, et ce sera l'occasion de marquer la résolution de cette conjecture historique qui a traversé tout le siècle, qui a finalement été résolue, qui est le premier des 7 problèmes de mathématiques mis à prix par le Clay Mathematics Institute. Donc c'est une occasion historique pour les mathématiques, et il s'agit d'une vraie fête, il s'agit vraiment de célébrer. Pour que la fête soit complète, il n'était pas question que ça reste entre mathématiciens. C'était important qu'il y ait aussi une manifestation à destination du grand public, de tous les curieux, ceux qui sont intéressés par les mathématiques sans que ce soit leur métier. Ça fait partie des missions de l'Institut Henri Poincaré. Ça fait partie aussi des missions du Clay Mathematics Institute, augmenter les relations entre les mathématiques, développer la conscience et l'intérêt du grand public pour les mathématiques, et puis promouvoir l'idée que les mathématiques sont une science vivante. Et puis ça allait bien aussi dans la lignée de Poincaré lui-même, qui était assez impliqué dans la vie publique, pas du tout mathématicien dans sa tour d'ivoire, et extrêmement apprécié du grand public, puisque c'était une journée deuil national quand Poincaré est mort en particulier. Voilà, alors on espère bien que ce n'est pas la seule manifestation de ce genre, ça arrive quand il y a une manifestation grand public, on compte en avoir d'autres plus régulièrement à l'Institut Poincaré et ailleurs. On lancera à cette occasion un site internet de vulgarisation, poincaré.fr, c'est facile à retenir, vous y retrouverez par exemple cette conférence, vous pourrez poser des questions ou discuter avec des gens intéressés. Ce n'est pas le seul site qui existera dans ce genre, j'en parlerai dans quelques instants. Mais on espère bien que ça ne s'arrêtera pas là. Pour tous ceux qui sont intéressés, l'Institut Poincaré, c'est un contact naturel entre le grand public et les chercheurs. Alors maintenant, je vais vous présenter en quelques instants le conférencier. Pour cette première occasion spéciale, il nous fallait un conférencier très spécial. Et ça n'a pas été très difficile de choisir Étienne Gis comme l'orateur pour cette session. Étienne Gis est directeur de recherche au CNRS, il est académicien. On pense aux académiciens souvent peut-être comme des vieux monsieur avec des barbes blanches, des savants respectables, mais vous verrez qu'Étienne ne correspond pas au profil et qu'il est plein d'enthousiasme et de dynamisme. Étienne est en poste à l'École normale supérieure de Lyon, c'était mon voisin pendant 8 ans, 9 ans. J'ai appris énormément auprès de lui. Mais ce n'est pas parce que c'est mon copain qu'il est ici ce soir. S'il est ici ce soir, c'est d'abord parce que c'est un des meilleurs spécialistes de Poincaré en France, mathématiquement. Et puis, c'est l'un des meilleurs vulgarisateurs de haut niveau, vulgarisateurs dans le bon sens du terme, dans le monde. Il a développé un style qui est assez unique, aussi bien dans ses communications pour le grand public que dans ses communications pour les experts. Il était conférencier plénier au Congrès international des mathématiciens il y a 4 ans à Madrid. C'est à peu près la plus prestigieuse conférence qu'on puisse faire dans la vie d'un mathématicien. Et je me souviens, j'étais dans la salle, je me souviens de la stupéfaction des mathématiciens assistant à l'exposé, tellement c'était bien minuté, tellement l'informatique était bien intégrée. Et puis le regard terrifié des orateurs qui devaient prendre la suite en se disant « Mon Dieu, comment vais-je pouvoir parler après ça ?» Donc Étienne est considéré vraiment comme un des meilleurs du monde dans ce domaine-là. Il s'est aussi investi dans le contact avec le grand public, en particulier c'est l'un des fondateurs et encore l'un des moteurs d'un site internet qui s'appelle Image des mathématiques, que je vous incite à consulter. Voilà, j'en dirai pas plus, sinon ça pourrait le gêner. Et je vous laisse avec Étienne. Donc après son exposé, il y aura une séance de questions. N'hésitez pas, posez toutes les questions que vous voulez. Ne soyez pas timide. Voilà, sur ce, je vous laisse en bonne compagnie. Attendez, très important, je tenais à remercier l'association Animat, qui a fait un travail considérable pour faire de la publicité autour de cet événement, pour le structurer et pour mettre en place des réseaux qui vont nous être extrêmement utiles pour la suite. Merci beaucoup Cédric.
Merci à tous d'être venus ce soir. C'est un grand honneur pour moi. Je suis très content qu'on puisse parler un peu de maths. Alors, dans cette conférence, je voudrais vous parler d'une année dans la vie d'un jeune homme. Une année absolument merveilleuse pour Poincaré, pendant laquelle il aura parmi ses plus belles idées qui vont jaillir soudainement. Je ne parlerai que de cette période, entre le 1er mai 1880 et le 8 août 1881, pour être précis. Je ne parlerai pas de ce qu'il a fait par la suite. Il a fait beaucoup de choses, comme vous le savez probablement, ou entendu parler tout au moins. Je veux me concentrer sur Poincaré, le jeune homme, qui reçoit un certain nombre d'illuminations, comme je vais essayer de vous l'expliquer aujourd'hui. Bien entendu, je n'ai pas l'intention de parler pour les experts. J'espère que les experts présents ici, il y en a beaucoup, me pardonneront le fait d'ouvrir des portes ouvertes et me pardonneront des simplifications un peu rapides. Je voudrais rester accessible pour les jeunes qui me font vraiment le grand honneur de venir ce soir. Je voudrais leur dire que, au moins, ce qu'ils pourraient retirer de ma conférence, c'est qu'on peut faire de bien belles choses en maths, même sans savoir ce qu'ont fait vos prédécesseurs, comme vous allez le voir aujourd'hui. Mais en retour, j'aimerais bien que les jeunes également comprennent que ce que je vais faire, ce n'est pas un cours de maths, et que, par conséquent, s'ils ne comprennent pas ceci ou cela, eh bien, c'est pas grave. Alors, le prix à payer, si je veux rester accessible, c'est bien sûr un manque de précision, qui, vous le savez, est le péché capital en mathématiques. Alors, j'ai de la chance, la période dont je vais vous parler aujourd'hui, en art, c'est la période de l'impressionnisme. Alors, si je peux vous donner une petite impression sur la découverte des groupes fuchsiens, je serai très satisfait. Pour plus d'informations sur la suite, sur la topologie, Poincaré, etc., nous aurons demain une conférence historique sur la conjecture de Poincaré que vous n'aurez pas aujourd'hui. Alors, Poincaré, très rapidement, il est né en 1854 à Nancy, dans une famille bourgeoise. Il a fait des études brillantes à Nancy. Il a intégré l'école polytechnique en 1873. Et en 1879, pas 1979, 1879, il a eu un peu de temps pour faire ses études. En 1879, le voilà qui est ingénieur des mines à Vesoul. Mais bien sûr, comme vous l'imaginez, ce qui l'intéresse, c'est essentiellement les maths, la physique. En simultané, il prépare une thèse de mathématiques qu'il soutient le 1er août 1879. Alors, c'est une thèse qui est bonne, très bonne, mais pour dire la vérité, elle est extrêmement difficile à lire et on n'y comprend rien du tout. Elle sera publiée après sa mort et il faudra attendre très longtemps avant qu'on en comprenne vraiment la portée. Alors, voici le rapport sur la thèse de Poincaré qui a été faite par son rapporteur, Gaston Darboux, qui pourtant était un mathématicien de première catégorie. Voici ce qu'il dit. L'auteur a donné au début de la deuxième partie un théorème très intéressant qui, sans donner la solution complète du problème proposé, constitue un progrès remarquable. Quelques lemmes de l'introduction m'ont paru dignes d'intérêt. Le reste de la thèse est confus et prouve que l'auteur n'a pu encore parvenir à exprimer ses idées d'une manière claire et simple. Comme d'ailleurs la thèse a été renvoyée souvent à son auteur, les points fondamentaux signalés plus haut étant d'ailleurs établis d'une manière satisfaisante, je propose l'admission. Vous savez, moi j'ai déjà lu des rapports de thèse un tout petit peu plus enthousiastes. Alors, il n'empêche que le voilà docteur, il se retrouve nommé chargé de cours à Caen, le 1er décembre 1879. Il commence à travailler sur un certain nombre de sujets, je ne vais pas vous en parler parce que ce n'est pas le but d'aujourd'hui, et le 1er mai 1880, il lit un article de M. Fuchs, qui est le début de mon histoire.
Mais je ne peux pas vous raconter cette histoire et je ne peux pas vous parler de groupes succiens et de Fuchs, etc., tout de go comme ça. Il faut absolument que j'ouvre une parenthèse. La parenthèse sera longue et nous allons quitter un jeune homme pour aller voir un autre jeune homme, encore plus jeune, Évariste Galois. Beaucoup d'entre vous connaissent son nom. Malheureusement, ce n'est pas le héros du jour et donc je ne vais pas en parler beaucoup. Génie incompris, mort à 20 ans dans un duel. Une belle histoire on en parlera une autre fois. Et qui, la veille de sa mort, écrit un testament à son ami, un testament vraiment émouvant, dans lequel il parle de maths, il parle de l'incompréhension de ses contemporains, il parle de tout ce gâchis, et il mentionne un certain nombre de choses un peu mystérieuses, comme cette phrase un peu incomprise, qui est la suivante: « Mes principales méditations depuis quelque temps étaient dirigées sur l'application à l'analyse transcendante de la théorie de l'ambiguïté. » Moi, je trouve que c'est un très joli nom pour une théorie mathématique, l'ambiguïté. Comprenez qu'on essaye de nous dire toujours que les mathématiques doivent être dépourvues d'ambiguïté, que tout doit être précis, etc. Et voilà un mathématicien de la classe de Galois qui s'attaque à comprendre l'ambiguïté. Alors, les historiens, les vrais historiens hésitent beaucoup sur la signification de cette phrase. Moi, je ne vais pas faire d'histoire très, très savante aujourd'hui. Je vais vous proposer quelque chose un peu primitif sur comment on peut comprendre ça, comment Galois pouvait comprendre l'ambiguïté. Alors, je vous montre un truc très simple, un triangle équilatéral. Vous voyez que ce triangle équilatéral, si je veux le nommer, si je veux le décrire, si je veux vous en parler, il faut que je donne des noms à ces sommets. Alors, par exemple, ABC, comme ceci. Mais pourquoi choisir plus ABC que CAB, plutôt que celui-ci, plutôt que celui-ci, plutôt que celui-ci? Vous voyez que le triangle a cette ambiguïté que je ne suis pas capable d'en choisir naturellement les noms pour ces sommets. Il y a une ambiguïté qui est en quelque sorte codée par 6 permutations des 3 lettres A, B, C. Je peux dire en quelque sorte que mon incapacité à décrire le triangle, l'ambiguïté dans la description d'un triangle, est codée par ces 6 transformations qui permutent les 6 noms, qui permutent les 3 noms des 3 sommets. Voici un autre exemple. Un pavage. Si je vous dis, il y a une fourmi au milieu du pavé, vous me direz, et vous aurez raison, quel pavé? Ce que tu dis est ambigu. Et vous comprenez que l'ambiguïté dans la position de la fourmi est précisément due au fait que ce pavage possède des symétries. Vous voyez très bien qu'il existe des translations qui préservent cette figure, et puis même quelques rotations d'ordre 3 qui préservent la figure. Donc il y a cette ambiguïté en simultané avec ces symétries. Voici un autre objet ambigu, assez ambigu et assez symétrique. Alors cette dualité entre l'ambiguïté et la symétrie, on la retrouve dans les exemples les plus simples. Je vais vous en montrer un que vous connaissez tous, la brave parabole d'équation y égale x carré. Nous savons tous que le carré de moins 2 est égal au carré de plus 2. Ce graphe, la parabole, possède une symétrie. Il est symétrique par rapport à l'axe vertical. C'est une fonction paire. Le groupe de symétrie est formé de 2 transformations, x et moins x. Et si je prends mon graphe et si je le renverse pour regarder la racine carrée, si je regarde la situation à l'envers, si je tourne la tête de 90 degrés, cette symétrie de la fonction carré, moins 2 au carré égale plus 2 au carré, se transforme en ambiguïté de la fonction racine carrée. Qu'est-ce que c'est que la racine carrée de 4? Est-ce 2 ou est-ce moins 2? Donc vous voyez cette ambiguïté entre symétrie d'une fonction et ambiguïté de la fonction réciproque. Les mathématiciens préfèrent dire multiformité
ou multiforme. Personnellement, je trouve que ce n'est pas beau, mais ambigu, c'est mieux, je trouve. Alors, voici un exemple un tout petit peu plus riche. La sinusoïde. Eh bien, de la même manière, la fonction sinus a cette invariance par les translations, elle a ses symétries, et si je cherche à en comprendre la réciproque, si je tourne la tête de 90 degrés, eh bien, vous voyez que la symétrie de la fonction sinus se transforme en ambiguïté. Je ne sais pas, si vous me dites que sinus x égale 0, je ne connais pas x, je ne sais pas où se trouve le x, dans quel pavé de mon pavage il se situe. Alors, tout cela me force à vous expliquer autre chose. Deuxième partie. Je vais vous expliquer quelque chose que la plupart d'entre vous connaissent, je l'espère, qui était à l'époque de Galois encore une nouveauté, et qui, du temps de Poincaré, était devenu tellement évident qu'on ne le rappelait plus. Et aujourd'hui, il faut quand même le rappeler. C'est l'usage des nombres complexes pour comprendre le plan. Alors, vous savez qu'on repère un point dans le plan par deux coordonnées. Ici, j'ai dessiné le point de coordonnées 3, 2. Et vous savez que depuis le début du XIXe siècle, on a pris l'habitude de repérer un point dans le plan, non pas par deux nombres, x, y, mais par un seul, 3 plus 2i, où i est ce fameux nombre imaginaire dont le carré vaut moins 1. Alors, ça fait un peu tour de passe-passe, baguette magique, mais c'est quelque chose que vous devez vraiment avoir en tête et que vous devez croire sur parole. Je crois que Cauchy disait quelque chose comme ceci. « Allez, la foi viendra plus tard. Hein » C'est-à-dire que le plan, vous devez y penser comme un objet dans lequel les points sont décrits par un nombre. Un nombre. Pas deux, un. Certes, il est complexe. Certes, il a sa partie imaginaire. Certes, il a sa partie réelle. Mais c'est un seul nombre. En quelque sorte, il faut penser au plan comme une droite. Oh, ça fait un peu mal à la tête, mais il faut y penser comme ça. Hein ? Alors, une fois qu'on a ces nombres complexes, la vie devient facile dans le plan. Je vais vous montrer comment on ajoute 3 plus 2i. Eh bien, tant qu'à faire, on va prendre la photo de Poincaré. Je la translate de 3 plus 2i. C'est assez facile, il a juste glissé. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'avec ces nombres complexes, on peut multiplier, diviser, on peut faire plein de choses. Alors, je vais vous montrer, ça vous le savez aussi beaucoup, comment est-ce que je fais pour multiplier Poincaré par i? Eh bien, je le tourne de 90 degrés. Bon, maintenant, faisons des choses un peu plus compliquées. Élevons Poincaré au carré. Hein? Alors, vous savez, Poincaré ne supportait pas qu'on mette 2 R à son nom. Alors Cédric disait tout à l'heure, le site internet c'est poincaré.fr. Ne cherchez pas à mettre 2 R à Poincaré, il se retournerait dans sa tombe. Parce qu'il a écrit quelque part, mais quand même un point c'est pas carré, quoi. Donc ça lui allait pas, et c'est un seul R. Alors vous voyez, j'ai pris la photo de Poincaré à gauche, et je l'ai transformée par Z carré. Alors je vous demande de regarder un peu l'image du rectangle, du cadre qui entoure Poincaré. Vous voyez que ça s'est transformé en une zone un peu bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe si je mets sa tête ailleurs? Vous voyez, ce qui a l'air d'être intéressant, c'est que la dérivée de z au carré, c'est 2z, et elle s'annule pour z égale 0. On dit que le point origine est le point critique. C'est là que les choses se passent. Vous voyez que le pauvre Poincaré, il a son cou qui est plié, précisément à l'origine, c'est là que ça se passe. Hein? On dit que l'origine est un point critique et que son image est une valeur critique. Allez, on va encore prendre un petit coup de Poincaré. Vous voyez, je l'ai placé encore différemment. Bon, maintenant on a compris comment élever Poincaré au carré. Mais essayons de prendre la racine carrée de Poincaré. Pour essayer de comprendre en quoi cette ambiguïté peut être mesurée mathématiquement. Alors, voici. J'ai pris maintenant la photo de Poincaré à droite, et à gauche, j'ai pris la racine carrée. En clair, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un pixel à gauche, je l'ai élevé au carré. Si ça tombait sur la moustache, je mettais une moustache. Donc vous voyez deux moustaches, parce que la moustache de Poincaré a deux racines carrées. La cravate est à l'origine, mais 0 est le seul nombre qui n'a qu'une seule racine carrée.
le point critique. Et donc vous voyez qu'il y a bien 2 moustaches, 4 yeux, 4 oreilles, mais une seule cravate. Alors, faisons d'autres positions pour voir à quoi ressemble la racine carrée de point carré. Et en voici une autre. Là, j'ai été un peu pervers, j'ai visé entre les yeux. Et la racine cubique? Bon, allons-y. Voilà la racine cubique. Bon, alors maintenant, on va essayer de comprendre cette ambiguïté dont parlait Galois. Comment je peux la mesurer? Comment je peux la voir sur ces figures? Alors, regardez. Ça, c'est un peu vicieux. Regardez ceci. À droite, vous avez un point qui se dirige vers l'origine, vers 0. Et à gauche, vous avez ces 2 racines carrées. Et vous avez vu que quand le point rouge à droite se rapproche du point critique, les 2 racines carrées rentrent en collision. C'est bien pour ça qu'on dit que c'est critique. Alors maintenant, je vais faire une chose très simple, je vais tourner autour du point critique. Vous voyez, ce qui se passe, c'est que le point rouge à droite fait un tour autour de la valeur critique, et vous avez vu ce qui se passe, c'est que lorsque le point à droite fait un tour autour de la valeur critique, les 2 racines carrées se sont permutées. Et c'est ça qui est au cœur de l'ambiguïté. Choisir l'une des racines carrées, c'est en même temps choisir l'autre. Il est impossible de les discerner. Si je choisis l'une, je choisis l'autre. Et ceci est mesuré par le fait que ces 2 racines sont permutées. Et si je fais un tour de plus, eh bien, chacune des 2 racines rentre sagement au bercail. Un tour autour de l'origine, un demi-tour, un autre tour, un tour complet. Alors regardons ce qui se passe pour la racine cubique. De la même manière, si le point rouge à droite s'approche de la valeur critique, les 3 racines cubiques rentrent en collision. Donc nous allons tourner autour des valeurs critiques pour voir ce qui se passe. Eh bien, c'est la même chose. Un tour autour de la valeur critique engendre un tiers de tour pour les racines cubiques. Et il faudrait que je le fasse 3 fois pour que chacun revienne au bercail. Bon, tout va bien. Vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'en fait, cette ambiguïté de la racine cubique est en fait expliquée par un groupe de 3 éléments qui permet de faire 3 rotations qui permutent les 3 valeurs des racines cubiques. Ah! Faisons maintenant quelque chose de plus compliqué. J'ai pris z puissance 5 moins 5z et j'ai pris l'image réciproque de point carré. Vous voyez, c'est un petit peu différent. Chaque moustache donne 5 moustaches. Puis vous voyez que ce n'est pas tout à fait pareil, puisqu'on a l'impression qu'il y en a 4 qui jouent un rôle particulier, qu'il y en a une centrale qui joue un rôle particulier, et les autres ne sont pas vraiment sont plus symétriques. On ne voit pas la même symétrie que dans le cas précédent, où clairement les 3 racines cubiques étaient permutées par un groupe de 3 rotations. Ici, on ne voit rien de clair. Alors, ce qu'on peut faire, c'est la chose suivante. On va faire la même chose. À droite, je suis une courbe et je regarde ce qui se passe à gauche. Et vous voyez une danse des 5 points colorés à gauche qui sont les images inverses du point rouge qui est à droite. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de théorie de Galois, mais la théorie de Galois, c'est ça. La théorie de Galois vous dit, je vais regarder comment les racines d'un polynôme se permutent quand je tourne autour des valeurs critiques. Et cette façon de permuter les racines mesure l'ambiguïté de la détermination de la réciproque d'une fonction. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de faire un cours de théorie de Galois. Je voulais juste vous dire qu'on voit des choses un peu différentes pour cette fonction-là, z puissance 5 moins 5z, et puis la fonction z3 ou z2 que nous avons vue précédemment. Alors, je résume ce qu'on vient de voir pour l'instant. La multiformité ou l'ambiguïté
de la fonction racine cubique correspond à l'invariance de la fonction z cube par un groupe de 3 rotations, nous l'avons vu. Par contre, la multiformité de la réciproque de z5.5z ne correspond pas à une invariance par 5 transformations. Les mathématiciens disent que la première situation est galoisienne et la deuxième situation n'est pas galoisienne. Donc on dit qu'une situation est galoisienne quand l'ambiguïté d'une figure, d'une situation, s'explique par un certain nombre de transformations qui préservent la situation. Bon, cette idée de transformation, de symétrie, etc., a été systématisée par un concept absolument fondamental en mathématiques qui a commencé à éclabousser le monde mathématique au début du XIXe siècle et qui est devenu omniprésent à la fin du XIXe siècle. Alors qu'est-ce qu'un groupe? Eh bien, je vais me contenter de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Un groupe, c'est un ensemble de permutations qui est stable par composition et passage à l'inverse. Alors, contentez-vous des exemples qu'on a vus. On a vu les permutations de 3 sommets, on a vu les translations qui préservent le graphe de la fonction sinus, on a vu le groupe de Galois qui permute les racines d'un polynôme, on peut voir les déplacements du plan, les symétries en général. Et vient la phrase qui est au cœur de mon exposé, faire de la géométrie, c'est étudier un groupe. Alors, cette idée, elle est venue progressivement en mathématiques. Galois l'a lancée, personne ne comprenait ce qu'il écrivait. Il a fallu attendre très longtemps pour qu'on puisse exprimer, digérer, expliciter cette idée. Beaucoup de mathématiciens y ont travaillé. Je n'ai pas bien sûr le temps de vous expliquer tout ça. Je voudrais juste citer 2 noms parmi ceux que j'aime bien. C'est 2 copains qui ont travaillé toute leur vie ensemble, qui ont toujours été dans des rapports amicaux très, très proches. Il s'agit de Felix Klein, allemand, 1849-1925, et Sophus Lie, norvégien, 1842-1899. Ce sont parmi les 2 plus grands divulgateurs de cette idée de groupe et de géométrie. Alors, je voulais dire que la présentation un peu géométrique que je vous ai faite de la théorie de Galois, avec ces points qui tournent, qui dansent, et qui reviennent au point de départ, qui ne reviennent pas au point de départ, ce n'est pas comme ça que Galois pensait. Essentiellement, on peut l'attribuer, pour simplifier, parce qu'en maths, il est tellement rare qu'on puisse attribuer quelque chose à quelqu'un, qu'on peut, pour simplifier, l'attribuer à Felix Klein. Felix Klein est un mathématicien allemand assez exceptionnel, qui a transmis la théorie de Galois. Galois, le pauvre, non seulement il est mort à 20 ans, mais ses articles ne sont pas parus avant 20 ans après sa mort. Et à l'époque, personne n'y comprenait rien du tout. Il faut dire aussi qu'il écrivait comme un cochon, un peu comme Poincaré. Et alors ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu attendre 1870 pour que le mathématicien français Jordan écrive un livre absolument remarquable qui s'appelle « Traité des substitutions », dans lequel il explique à la communauté mathématique pourquoi les groupes c'est important. Et Felix Klein avait tant d'estime pour ce livre de Jordan sur les substitutions qu'il a écrit que ce livre est si bien écrit qu'on croirait presque qu'il est écrit en allemand. Bon, il est temps quand même qu'on arrive à Poincaré, et on va se mettre en 1880. Alors, 1880, allez, un petit rappel rapide. La Troisième République, c'est Jules Ferry qui est président du Conseil. C'est l'époque de l'école publique, laïque, gratuite et obligatoire. C'est l'époque de l'expansion coloniale. En 1880, Rimbaud, qui est né la même année que Poincaré, il avait fini sa production littéraire. Il se promenait quelque part en Éthiopie.
En 1880, Zola n'avait pas encore commencé à écrire Germinal. Voilà, pour vous situer un peu la situation. Alors, 2 années auparavant, l'Académie des sciences avait fait, comme elle fait souvent, comme elle faisait souvent à l'époque, elle avait choisi un problème important et elle l'avait mis au concours. Donc l'Académie avait dû en 1878, dans le Grand Prix des sciences mathématiques pour 1880, perfectionner en quelques points importants la théorie des équations différentielles en une variable indépendante. Voilà, c'est le sujet du concours. Les gens ont 2 ans pour rédiger un mémoire, l'envoyer à l'Académie de manière anonyme, et le vainqueur reçoit une médaille de 3 000 francs. 3 000 francs, c'était une très belle somme, ce n'est pas le million de dollars. Mais 3 000 francs, c'était une très belle somme. J'ai regardé sur Wikipédia, un ouvrier à l'époque gagnait 5 francs par jour, et une femme de ménage 1,50 franc par jour. Donc vous voyez, c'était une somme coquette. Pour résoudre, pour donner une contribution sur cette question. Alors là, j'ai trouvé une série de portraits qui représentent les membres du jury du Grand Prix mathématique. Il y a Bouquet, Bertrand, Hermite, le directeur de thèse de Poincaré, Puiseux, et là on voit à gauche Briot, mais oubliez-le, il n'était pas dedans. C'était Bonnet. Vous prenez Briot, vous supprimez, vous mettez Bonnet à sa place. Alors Poincaré, bien sûr, est probablement intéressé par les 3 000 francs, probablement intéressé aussi par les équations différentielles. Toute sa vie, il a été intéressé par les équations différentielles. Commence à travailler sur la question et il dépose, le 22 mars 1880, il dépose un manuscrit. Il dépose un manuscrit pour le concours, le Grand Prix des sciences mathématiques. Si je vous en parle, c'est pour ne pas vous en parler, puisque le 14 juin, il le retire. Pourquoi il le retire? Il le retire parce qu'il est hors sujet. Il se rend compte que son mémoire ne rentre pas dans la question posée. La question posée, je vous la rappelle, il s'agit d'équations différentielles linéaires, et pas de chance, le mémoire de Poincaré parle d'équations différentielles non linéaires. Mais si je vous le dis, c'est parce que c'est vraiment dommage, parce que cet article que Poincaré a déposé pour l'Académie, qui était hors sujet, c'est la fondation des systèmes dynamiques. Il va publier un grand nombre de notes au compte-rendu de l'Académie en 1880. Il va faire des grands mémoires en novembre et décembre 81, en août 82, en janvier 85. Ça sera quelque chose d'extrêmement productif, et vous avez probablement entendu parler de la théorie du chaos, etc., qui vient de là. Et si je vous en parle, pas pour ne pas vous en parler, c'est juste pour vous signaler que ce que je vais vous raconter aujourd'hui de cette année merveilleuse de Poincaré, c'est un tout petit bout de la vie scientifique de Poincaré, puisqu'en même temps, il inventait les systèmes dynamiques. C'est absolument stupéfiant. Une créativité scotchante. Alors, oublions donc les systèmes dynamiques, je ne vous en parle pas, moi je veux vous parler de groupes fuchsiens. Alors, Fuchs. Je commence mon histoire enfin. Le 1er mai 1880, Hermite, directeur de thèse de Poincaré, donne à Poincaré un article de Fuchs et lui suggère de le lire. Et peut-être même de le traduire, puisque Poincaré lisait et parlait parfaitement l'allemand, né à Nancy, et il lisait très peu, en fait. Il fallait un peu le forcer. Donc son directeur de thèse lui a dit « Tu devrais lire ça », et probablement même le traduire, parce que Hermite aurait bien aimé pouvoir le lire, cet article de Fuchs. Alors, Poincaré lit cet article de Fuchs, et immédiatement, il comprend qu'il est faux. Mais il est faux, mais complètement. Et il se rend compte qu'il ne reste rien de cet article, et en voyant que cet article est faux, il découvre en même temps un sujet absolument passionnant pour lui, dans lequel il s'engouffre immédiatement. Et ça va aller très très vite. Alors je vais vous raconter l'excitation avec laquelle il a fait des découvertes et l'excitation avec laquelle il a écrit vite. On peut à peine imaginer la façon dont il a travaillé.
Alors, ce qui est bien, c'est que bien plus tard, en 1905, je crois, 1908, Poincaré est revenu sur ce passé et, interrogé par des psychologues, il a essayé de comprendre comment ça s'est passé dans sa tête, etc. Et donc, il a écrit un joli texte qui s'appelle « Sur l'invention mathématique », dans lequel il décrit un peu son aventure. Alors, voici comment ça commence. Donc là, on est en mai 1880, il vient de recevoir le truc de Fuchs, et il commence par montrer que ça peut être que faux, quoi. Depuis 15 jours, je m'efforçais de démontrer qu'il ne pouvait exister aucune fonction analogue à ce que j'ai appelé depuis les fonctions fuchsiennes. J'étais alors fort ignorant. Et c'est vrai, je vous dirai par la suite, dans ces articles, il y a des trucs absolument incroyables. Comment est-ce possible qu'il ne sache pas ci, qu'il ne sache pas ça? Il ne connaît pas la formule de Cauchy. C'est incroyable, incroyable. Hein? Alors, j'étais alors fort ignorant. Tous les jours, je m'asseyais à ma table de travail, j'y passais 1 heure ou 2, j'essayais un grand nombre de combinaisons et je n'arrivais à aucun résultat. Un soir, je pris du café noir, contrairement à mon habitude, je ne pus m'endormir, les idées surgissaient en foule, je les sentais comme se heurter, jusqu'à ce que 2 d'entre elles s'accrochassent. Pour ainsi dire, pour former une combinaison stable, le lendemain, j'avais établi l'existence d'une classe de fonctions fuchsiennes, celle qui dérive de la série hypergéométrique. Je n'eus plus qu'à rédiger les résultats, ce qui ne me prit que quelques heures. Alors, ce qui est incroyable, c'est que le voilà, le 29 mai, il envoie à l'Académie son manuscrit. Alors, à l'époque, il fallait soumettre le manuscrit de manière anonyme. Et pour qu'on puisse savoir qui était l'auteur, il fallait mettre une devise latine. Alors lui, il a choisi la devise que vous voyez ici, non inultus premor. Qui sait ce que ça veut dire? Eh oui, les langues latines disparaissent. Ça veut dire qui s'y frotte s'y pique. C'est la devise de la ville de Nancy. Alors il envoie ça à l'Académie, donc le 29 mai 1880, et il n'y a pas longtemps, en préparant cette conférence, j'ai été aux archives de l'Académie, et oui, c'est très émouvant que j'ai eu ce manuscrit dans les mains. Oui, on a l'impression qu'on a un petit contact avec Poincaré, comme ça. Alors, il a été trop vite. Il y a eu quelques heures, d'accord, mais il a écrit trop vite. Alors, je vais commencer par vous montrer ce qu'on trouve presque à la première page. Énorme faute de français. Énorme faute de français. La deuxième partie de ce travail contient les réflexions que m'ont inspiré la lecture. C'est quoi le verbe le sujet? C'est que m'a inspiré. Quand on pense qu'il est rentré à l'Académie française par la suite, c'est quand même incroyable. Voilà. Donc, il a été trop vite, trop vite. Alors, il écrit son truc, et puis, dans un premier temps, il explique que c'est l'article remarquable de M. Fuchs qui l'a inspiré, cet article. Mais si on tourne une page, l'article remarquable de M. Fuchs devient un peu moins remarquable. Hein? Il écrit « Frappé de l'insuffisance de la démonstration de M. Fuchs, insuffisance que j'ai cherché à faire ressortir par quelques courtes réflexions, j'ai pensé qu'il y avait lieu de faire de la question une étude plus approfondie. » Mais, quand même, il a conscience que lui aussi, il a écrit un peu vite. Alors, il demande pardon à l'Académie. Regardez comme c'est bien écrit. Regardez ce qu'il écrit. Comme je n'ai eu entre les mains le mémoire de M. Fuchs qu'au commencement du mois de mai, le temps m'a un peu manqué et je n'ai pu soigner la rédaction comme je l'aurais désiré. J'ai dû, dans les raisonnements, supprimer bien des intermédiaires. C'est le moins qu'on puisse dire, il a même mis quelques petites fautes. J'ai, il est vrai, ajouté autant que j'ai pu par des notes explicatives à la clarté de la rédaction primitive, mais je ne crois pas pourtant avoir comblé toutes les lacunes. Je prie donc l'Académie de bien vouloir m'accorder toute son indulgence et de me pardonner ces incorrections dont je lui fais 1000 excuses. C'est incroyable, parce qu'on est fin mai, mais il a encore 6 mois pour envoyer son manuscrit. Mais il est trop content. Il est content. Et il a raison d'être content. Il a raison d'être content. Bon, maintenant, si vous voulez, on va faire un petit peu de maths. Parce que quand même, il faut que je vous dise qu'est-ce qu'il y a dans ce manuscrit, dans ce mémoire. Bien sûr, il s'agit d'équations différentielles, puisque le sujet
du grand concours, c'était les équations différentielles. Alors je vous propose la chose suivante, on va prendre une équation différentielle bébé, très simple, trop simple, naïve. J'ai pris celle-ci, dy sur dx égale 1 sur 3x fois y. Alors vous voyez que ça met en jeu dy sur dx, la dérivée de y par rapport à x, c'est pour ça qu'on appelle ça une équation différentielle, parce que ça met en jeu une fonction y de x, dont on connaît la dérivée. Et bien sûr, je ne le dis pas, puisque personne ne le disait à l'époque, c'est tellement évident, x et y sont des nombres complexes. Hein, aujourd'hui, un mathématicien qui lit ça, spontanément, pensera à x, y comme des nombres réels. Mais à l'époque, on y pensait spontanément comme des nombres complexes. Alors, la première remarque, un peu simple, c'est que cette équation est singulière à l'origine. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que quand x égale 0, on n'a pas le droit de diviser par 0, hein, donc 1 sur 3x devient infini, 1 sur 3x n'est pas défini, l'équation n'a pas de sens quand x égale 0. Et puis la deuxième chose que je fais remarquer, et c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple comme un exemple un peu bébête, c'est que ce n'est même pas la peine d'écrire l'équation parce que je connais la réponse, je connais la solution. La solution, c'est notre vieil ami racine cubique de x. La fonction racine cubique de x vérifie l'équation différentielle que j'ai écrite et elle présente ce phénomène d'ambiguïté expliqué par l'invariance de sa réciproque, la fonction cube. Donc cet exemple de base est là pour poser la question, est-ce que quelque chose comme ça se passe pour des équations différentielles plus générales? Alors, imaginons qu'on ne connaisse pas bien la fonction racine cubique. Imaginons qu'on veuille juste résoudre l'équation différentielle que je vous ai écrite avant, celle-ci. Alors il y aura un moyen très simple. Vous voyez, j'ai dessiné en pointillé ce qu'on appelle en mathématiques une coupure. C'est là où on prend des ciseaux pour découper. Ça va jusque l'origine. L'origine, c'est le point singulier dont je viens de vous parler. Et on dit, oulala, je n'ai pas envie de fricoter avec le point singulier, donc je vais éviter de toucher cette coupure. Et on va résoudre l'équation en dehors de cette coupure. Alors vous demandez à votre ordinateur favori de résoudre l'équation différentielle, vous ne lui dites surtout pas que la solution c'est racine cubique, et lui il va trouver comme solution ceci. La coupure c'est ouverte, et une lèvre c'est ouverte d'un angle qui est un tiers de tour. Et puis si je demande au même ordinateur d'aller plus loin, je lui donne l'autorisation de traverser la coupure, eh bien il va voir apparaître un deuxième morceau, une deuxième détermination de cette fonction ambiguë, et s'il a le droit de traverser encore une fois, la boucle est bouclée, on a fait tout le tour. Et on a en quelque sorte découvert la périodicité de la fonction cube, on a expliqué l'ambiguïté de la fonction racine cubique. Alors ça c'est l'exemple bébé. Passons maintenant à ce qui intéresse vraiment notre ami Poincaré. Lui, il fait ce que l'Académie lui demande. Il s'intéresse aux équations différentielles linéaires. En voilà une, n'ayez pas peur, elle met en jeu une dérivée seconde, il y a un polynôme, il y a une dérivée première. Et la question que se pose Poincaré, ou que se posait maladroitement Fuchs, c'est est-ce qu'il faut s'attendre à ce que les équations différentielles générales, pas seulement la petite que je vous ai montrée, est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'elles possèdent également des propriétés galoisiennes, des propriétés de symétrie? Alors, ce que fait Poincaré dans ce premier mémoire, c'est qu'il commence par critiquer gentiment l'article de Fuchs, en disant qu'il n'est pas correct, puis il prend un exemple. Il prend un exemple très particulier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne sait pas que l'exemple qu'il considère a été déjà considéré par une foule de mathématiciens. Et pas des petits. Euler, Gauss, Riemann. Tous ces gens ont travaillé sur la question, Poincaré ne le sait pas. Alors, je ne vais pas vous en parler, puisque je vais faire comme si on était à sa place, il ne le sait pas, il continue. Alors, il fait la même chose que Fuchs, il considère deux solutions, il prend leur quotient, et puis il s'amuse à prendre des coupures. Mais maintenant, il y a deux points singuliers, 0 et 1. J'aurais dû vous le dire. L'équation précédente, vous voyez, il y a x fois 1 moins x.
il y a 2 points singuliers. Donc il faut faire des coupures plus savantes. On fait des coupures comme ceci, en 0 et 1, et on demande à l'ordinateur de résoudre l'équation en dehors de ces coupures. Alors bien sûr, il n'y a pas d'ordinateur, il le fait un petit peu à la main, il essaie de comprendre ce qui se passe. Et au lieu de voir un tiers de secteur, il voit un truc comme ça. Il voit un domaine qu'il appelle mixtiline, une espèce de quadrilatère avec 4 côtés circulaires. Et s'il autorise à traverser les coupures, il voit apparaître d'autres domaines mixtilignes, l'un à côté de l'autre, et voici la figure qui dessine. Il voit apparaître un certain nombre de pavages, un pavage. Il pense que ces choses ne vont pas se chevaucher, et il affirme que ces petits mixtilignes vont remplir peu à peu l'intérieur d'un disque. Il le dit, il l'affirme, il ne le démontre pas. Et à vrai dire, il n'y comprend pas grand-chose. En clair, cette solution de l'équation différentielle, qui est une solution ambiguë, comme racine cubique, sa réciproque, elle est définie dans un disque. Et cette fonction, il l'appelle fonction fuchsienne, probablement pour se faire pardonner d'avoir détruit complètement l'article de M. Fuchs. Il appelle ça fonction fuchsienne, sans trop par politesse. Le mémoire est un peu confus et très peu convaincant. Franchement, là, je suis bien content de ne pas avoir eu à faire partie de ce jury parce qu'on ne comprend pas grand-chose. Et surtout, Poincaré n'a pas encore vu qu'il y a un groupe dans l'histoire. L'illumination, la découverte de ce groupe, ça sera plus tard, ça sera en juin, il le raconte lui-même, en juin 1880, il dit « l'idée me vint. À ce moment, je quittais Caen, où j'habitais alors, pour prendre part à une course géologique entreprise par l'école des mines. Les péripéties du voyage me firent vite oublier mes travaux mathématiques. Arrivé à Coutances, nous montâmes dans un omnibus pour je ne sais quelle promenade. Au moment où je mettais le pied sur le marchepied, l'idée me vint, sans que rien dans mes pensées mathématiques parût m'y avoir préparé, que les transformations dont j'avais fait usage pour définir les fonctions fuchsiennes étaient identiques à celles de la géométrie non euclidienne. Ça lui vient tout à coup comme ça. Alors il faut que je vous dise quelques mots sur la géométrie non euclidienne. La géométrie, pour beaucoup d'entre nous, c'est les carrés, les cercles, les triangles, c'est ce qu'on apprend à l'école. Et vous savez qu'il s'agit d'un édifice déductif, on peut dire, qui est fondé sur un certain nombre d'axiomes. Parmi ces axiomes, il y en a un qui irritait les mathématiciens depuis plusieurs millénaires, qu'on appelle le 5e postulat d'Euclide, qui affirme que, étant donné une droite et un point qui n'est pas sur cette droite, il existe une parallèle qui passe par ce point et une seule. Ça a agacé tout le monde pendant très longtemps, et les gens cherchaient à le démontrer, ce postulat. Et puis, il y en a qui arrivaient, mais c'était faux, tout le temps. Il y avait toujours des cercles vicieux, etc. Jusqu'au moment où, au début du XIXe siècle, un certain nombre d'esprits très créatifs, il faut citer Gauss, Bolyai, Lobachevsky, ont eu l'idée que peut-être qu'on ne pouvait pas le faire, et peut-être qu'il existe une vraie géométrie qui fonctionne bien, dans laquelle ceci n'est pas vrai. Et la croyance que cette géométrie existe véritablement est devenue peu à peu solide. Mais il a fallu attendre très longtemps pour qu'on soit vraiment à l'aise avec cette idée. Pour vous donner une idée, Bertrand, qui était dans le jury du Grand Prix, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, homme de pouvoir, avait démontré 10 ans auparavant le 5e postulat d'Euclide, démonstration complètement fausse, publié aux notes au compte-rendu de l'Académie des sciences. Hermite, le directeur de thèse de Poincaré, écrit une lettre à Poincaré en disant que la géométrie non euclidienne, il n'y comprend rien. Il ne dit pas que c'est faux, mais il n'y comprend rien. Il faut savoir que Klein, que je vous ai montré tout à l'heure, lui, il avait rendu les choses solides. Mais Poincaré l'ignorait. Encore une fois. Et c'était peut-être une bonne chose pour la science. Alors, bien des années plus tard, Poincaré a expliqué
ce qu'est cette géométrie non euclidienne dans un truc que je vais vous montrer comme ceci. Il a écrit une description de la géométrie non euclidienne que voici. Supposons un monde renfermé dans un grand cercle et soumis aux lois suivantes. La température n'y est pas uniforme, elle est maxima au centre et elle diminue au fur et à mesure qu'on s'en éloigne pour se réduire au zéro absolu quand on atteint le cercle où ce monde est enfermé. Je précise davantage la loi suivant laquelle varie cette température, soit R le rayon du cercle limite, soit petit r la distance du point considéré au centre, la température absolue sera grand R carré moins petit r carré. Je supposerai de plus que dans ce monde, tous les corps aient le même coefficient de dilatation, de telle façon que la longueur d'une règle quelconque soit proportionnelle à sa température absolue. Rien dans ces hypothèses n'est contradictoire ou inimaginable. Un objet mobile deviendra alors de plus en plus petit à mesure qu'on se rapprochera du cercle limite. Alors avec mon copain Josselès, on a fait ça avec des petites voitures. Hein. Vous allez prendre des petites voitures dans un disque, et puis elles vont se diriger vers le bord, et au fur et à mesure qu'elles vont vers le bord, la température baisse, la voiture rapetisse tellement qu'elle devient toute petite, et elle n'atteint jamais le bord. Et les gens qui sont dans la voiture ne se rendent pas compte, parce qu'eux aussi rapetissent, et ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont diminué de taille, puisque... ils ne se rendent pas compte qu'ils ont diminué de taille, puisque s'ils veulent se mesurer, ils prennent un mètre ruban, et le mètre ruban aussi, il a diminué. Donc, dans ce monde, tout est normal. Et c'est ça le monde non euclidien. Hein. Il s'agit d'un monde dans lequel on n'atteint pas le bord, jamais, le bord n'est pas là. C'est une autre géométrie dans laquelle il y a une infinité de parallèles qui passent par un point. Observons d'abord que si ce monde est limité du point de vue de notre géométrie habituelle, il paraîtra infini à ses habitants. Quand ceux-ci, en effet, veulent se rapprocher du cercle limite, ils se refroidissent et deviennent de plus en plus petits. Les pas qu'ils font sont donc de plus en plus petits, de sorte qu'ils ne peuvent jamais atteindre le cercle limite. Si pour nous la géométrie n'est que l'étude des lois suivant lesquelles se meuvent les solides invariables, pour ces êtres imaginaires, ce sera l'étude des lois suivant lesquelles se meuvent les solides déformés par ces différences de température dont je viens de parler. Qu'on me permette, pour abréger le langage, d'appeler un pareil mouvement un déplacement non euclidien. Ainsi, des êtres comme nous, dont l'éducation se ferait dans un pareil monde, n'auraient pas la même géométrie que nous. Si ces êtres imaginaires font d'une géométrie, ce sera la géométrie non euclidienne. Alors voilà, qu'est-ce que ça a à voir avec les équations différentielles, tout ça? Eh bien, tout à coup, Poincaré a compris que tous ces petits mixtilignes qui dessinaient péniblement et mal dans son mémoire, en fait, ils étaient différents, mais ils étaient tous les mêmes dans la géométrie non euclidienne. Autrement dit, qu'on passait de l'un à l'autre par un déplacement non euclidien, comme il vient de l'expliquer. Il avait compris que le contexte naturel pour les équations différentielles, c'est le contexte de la géométrie non euclidienne. Ici, j'ai dessiné un triangle à l'intérieur d'un disque, à l'intérieur du disque de Poincaré. Oubliez tout ce qu'il y a à l'extérieur. Je prends les symétries non euclidiennes, et vous voyez, je remplis un disque, un peu comme les mixtilignes de Poincaré remplissaient un disque. Bon, il est très content avec ça, il écrit un article. Je me mis alors à étudier des questions d'arithmétique sans grand résultat, et sans soupçonner que cela pût avoir le moindre rapport avec mes recherches antérieures. Dégoûté de mon insuccès, j'allais passer quelques jours au bord de la mer, et je pensais à toute autre chose. Un jour, en me promenant sur une falaise, l'idée me vint, toujours avec les mêmes caractères de brièveté, de soudaineté et de certitude immédiate, que les transformations arithmétiques des formes quadratiques ternaires indéfinies sont identiques à celles de la géométrie non euclidienne. Étant revenu à Caen, je réfléchis sur ce résultat, j'en tirai les conséquences. L'exemple des formes quadratiques me montrait qu'il y a des groupes fuchsiens autres que ceux qui correspondent à la série hypergéométrique. Je me proposais naturellement de former toutes ces fonctions. J'en fis un siège systématique et j'enlevai l'un après l'autre tous les ouvrages avancés. On voit qu'il a été à Polytechnique, il parle en termes militaires. Là. Il y avait cependant un qui tenait encore et dont la chute devait entraîner celle du corps de place, mais tous mes efforts ne servirent d'abord qu'à me faire mieux connaître la difficulté,
ce qui était déjà quelque chose. Tout ce travail fut parfaitement conscient. Un jour, en traversant le boulevard, la solution de la difficulté qui m'avait arrêté m'a apparu tout à coup. Je ne cherchais pas à l'approfondir immédiatement, et ce fut seulement après mon service militaire que je repris la question. J'avais tous les éléments, je n'avais qu'à les rassembler et à les ordonner. Je rédigeais donc mon mémoire définitif d'un trait et sans aucune peine. Là aussi, il aurait peut-être fait besoin de... Alors voici, la même année, Monet peint les falaises. On peut imaginer que peut-être Poincaré était juste à côté, j'en sais rien. Alors voici le deuxième supplément qu'il envoie à l'Académie, le 6 septembre. Il commence par s'excuser d'avoir été un peu imprécis dans le mémoire précédent. Je crains d'avoir manqué de clarté dans mon premier supplément. Je demande à l'Académie 1000 pardons de toutes ces redites. Voilà. Donc il demande encore des excuses et il a bien raison de les demander. Et ce deuxième mémoire est stupéfiant. Il fonctionne à l'envers. Au lieu de dire, écoutez, vous me donnez une équation différentielle, je vais vous la résoudre, il commence à fabriquer une solution et il cherche l'équation. Ça veut dire que c'est un peu bizarre. Mais c'est ce qu'il fait. Alors je vais essayer d'expliquer un peu mieux. Il commence par montrer que on part d'un polygone dans le plan non euclidien et avec des symétries, il montre qu'on peut paver le plan. Ce n'est plus des mixtilignes maintenant, c'est des polygones quelconques. Il n'y a pas d'équation différentielle, il y a des polygones et il fait un pavage symétrique. On se demande bien quel est le rapport avec l'équation différentielle. Alors voici un exemple, vous avez un hexagone, et puis on prend les symétries. Et il démontre que ça remplit le disque. Deuxième étape. Il construit des fonctions qui, comme la fonction z3, sont invariantes par des rotations. Sauf que maintenant, ce sont des fonctions sur le disque, et elles sont invariantes par un groupe de déplacements non euclidiens. Et puis enfin, en voici une. J'ai mis Klein et Poincaré. Vous voyez, c'est une fonction qui va de la gauche vers la droite. À gauche, vous avez le disque de Poincaré. À droite, vous avez Poincaré en haut, Klein en bas. Puis vous avez le même phénomène que tout à l'heure avec les cubes et les racines cubiques, à ceci près qu'au lieu d'avoir 3 ou 6 ou 5 transformations, vous en avez ici une infinité. Vous voyez que la danse des préimages, elle s'interprète maintenant dans la géométrie non euclidienne. Après avoir construit ces fonctions, eh bien, il montre que les fonctions qu'il a construites satisfont des équations différentielles. C'est bizarre comme idée. D'habitude, on part de l'équation, on cherche la solution, lui, il part de la solution, il trouve l'équation. Alors, quand il a ça, il est très content parce qu'il dit, regardez, j'ai un groupe, j'ai une équation, j'ai une fonction fuchsienne, tout ça, c'est devenu la même chose. Il a mis dans la même boîte des choses d'analyse comme une équation différentielle, des choses de géométrie comme la géométrie non euclidienne. C'est absolument unificateur. Alors, je vais vous montrer quelques équations différentielles. Voilà, ça fait plaisir de voir les équations différentielles comme ça. Hein ? Chaque figure est une équation différentielle. Chaque fois différente. Alors la question qui se pose maintenant, c'est, bah oui, mais j'ai une équation différentielle, mais est-ce que lesquelles, ça ne sert à rien de résoudre une équation que personne ne m'a donnée. La question qui est intéressante, c'est, je vous donne une équation, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, la résoudre? Il ne faut pas faire à l'envers. Alors la question qui se pose, c'est, est-ce que par cette manip, par cette invention, est-ce que je capture toutes les équations différentielles ou seulement quelques-unes? Mais le temps passe. 1880 est presque terminé. Il faut qu'il fasse vite, il ne peut pas. Alors il envoie un troisième supplément à l'Académie en disant, écoutez, voici ce que j'aimerais faire, mais je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Il dit, je pense. Je ne doute pas d'ailleurs que les nombreuses équations envisagées par M. Fuchs, il est gentil, il devrait dire envisagées par moi, hein, les nombreuses équations envisagées par moi ne fournissent une infinité de transcendantes et que ces fonctions nouvelles ne permettent d'intégrer toutes les équations différentielles. Pour l'instant, il ne sait pas qu'il les a toutes.
Il faudrait une longue discussion que je me réserve d'entreprendre plus tard, mais dans laquelle je ne veux pas rentrer pour le moment. Nous sommes le 20 décembre, le concours est terminé le 31 décembre. J'imagine caché de la poste, etc. Bon. Voilà, alors c'est terminé pour le concours. Alors, la suite, c'est quoi? Eh bien, voici ce que j'ai trouvé, je trouve intéressant. Donc, le 31 décembre à minuit, voici ce qu'écrit M. Le Cornu, un camarade de l'école polytechnique de Poincaré. Je me souviens qu'invité par mois à dîner chez mes parents, le 31 décembre 1880, il passa la soirée à se promener de long en large, n'entendant pas ce qu'on lui disait, ou répondant à peine par des monosyllabes, et oubliant l'heure, à tel point que, passé minuit, je pris le parti de lui rappeler doucement que nous étions en 1881. Il parut à ce moment redescendre sur terre et se décida à prendre congé de nous. Quelques jours après, m'ayant rencontré sur le quai du port de Caen, il me dit négligemment « Je sais intégrer toutes les équations différentielles. » Voilà. Donc, visiblement, les choses se sont passées là, un peu trop tard pour l'Académie, parce que malheureusement, voilà, février 81, l'Académie rend son verdict, il ne gagne pas. Pas de chance. C'est Alphen qui gagne, avec un mémoire remarquablement écrit, mais complètement oublié aujourd'hui. Et bon, il a une mention spéciale du jury. La commission ne peut que l'engager à poursuivre ses recherches en signalant à l'Académie le beau talent dont il a fait preuve. En clair, il gagne une médaille en chocolat et pas la médaille à 3000 francs. Le pauvre. Mais il a au moins deux raisons de ne pas être triste. La première raison, je crois que vous comprenez, c'est qu'il ne s'arrête pas de faire des maths pour autant. Rien qu'en 1881, il va publier 18 notes au compte-rendu de l'Académie des sciences sur les fonctions fuchsiennes, et je ne parle que des fonctions fuchsiennes. Il n'arrête pas. Il développe, c'est l'enthousiasme total. Et la deuxième raison qui fait qu'il n'est certainement pas triste, eh bien, c'est que le 20 avril, il se marie avec Jeanne-Louise Poulain d'Andecy. Semble-t-il, le mariage fut très heureux. Ils ont eu 3 filles et un garçon. Et si j'ai bien compris, nous aurons le petit-fils qui va venir demain pour la cérémonie. Ouais, je m'étais demandé si c'était pas Renoir qui avait peint la fête du mariage, mais je n'ai pas l'impression que c'était le genre de la famille. Alors, vite, passons pour la suite, très rapidement. Félix Klein. Alors, vous savez, tout ça, jusqu'à présent, c'était confidentiel. Il a envoyé des trucs avec une devise latine, qui s'y frotte, s'y pique, etc., mais personne ne savait ce qu'il faisait. Il n'y avait que les membres de l'Académie, les 6 que je vous ai présentés tout à l'heure, qui étaient au courant de son travail. Tous les autres n'étaient pas au courant, et même les gens de l'Académie ne savaient pas que c'était Poincaré, puisque c'était confidentiel. Mais à partir de janvier 81, ces articles sont publics. Et là, les experts tombent des nues. Et l'expert, Félix Klein, envoie une lettre à Poincaré, une première lettre à Poincaré, en juin 81, où il dit « Mon petit camarade, c'est bien beau, mais vous avez oublié de citer Riemann, Schwarz, moi, une lettre un peu forte. » Et ce qui est intéressant, c'est que commence une correspondance entre ces deux génies, enfin, entre Poincaré et, bon, Klein n'était pas aussi génial que Poincaré, mais une correspondance passionnante. Je vous rappelle qu'en 81, la guerre franco-allemande n'était pas si lointaine que ça. Commence une correspondance absolument émouvante entre un maître et un élève. Alors je vous lis ce qu'a écrit Freudenthal. 26 lettres ont été échangées entre Klein et Poincaré sur les fonctions automorphes. Klein a écrit la première après la parution de la 3e note de Poincaré. Dans cette correspondance, Poincaré est l'élève qui pose les questions et Klein est le maître qui, en toute sincérité et loyauté, guide son élève et lui fait combler les lacunes énormes de son érudition mathématique. Il n'y avait qu'un seul différent. Klein désapprouvait la dénomination des fonctions fuchsiennes que Poincaré avait choisie, ignorant les mérites des mathématiciens de l'école de Riemann, mais Poincaré y tenait par politesse, il n'allait quand même pas changer de nom après. Qui peut mesurer les sentiments provoqués chez Klein par les progrès énormes et instantanés que Poincaré fit sur une route où eux,
Klein et ses élèves n'avaient avancé que pas à pas. Plus on saisit cette situation, et plus on doit admirer l'attitude irréprochable de Klein. À partir de ce moment, Klein aide Poincaré, et il l'aide en particulier pour développer ce qu'on appelle la méthode de continuité. Si vous avez une fonction et vous savez qu'à un moment elle est positive, à un moment elle est négative, et si elle est continue, eh bien entre les deux, il faudrait qu'elle soit nulle quelque part. Eh bien, de la même manière, on a ce problème. On a les équations différentielles, on a les groupes. Poincaré a construit un moyen d'associer une équation à un groupe, et il s'agit de montrer qu'on a toutes les équations. Eh bien, c'est un peu le même problème. Poincaré et Klein mettent au point la méthode de continuité qui permet de montrer qu'effectivement on va partout. Et le coup de génie, c'est qu'on va faire bouger les groupes. Ça, Klein n'aurait jamais pu y penser. Poincaré dit, c'est pas grave, j'ai des groupes, je vais essayer de les bouger un peu pour arriver à l'équation que je souhaite. Et alors il montre, je vais vous montrer un exemple. Voici un groupe avec un mixtiline à 4 côtés. Eh bien, je vais le déformer. Enfin, Poincaré le déforme. Vous voyez, on a ce genre de figure. On a un groupe qui change. On a une équation différentielle qui varie. Et on essaye de mettre le doigt sur l'équation différentielle qu'on veut viser. C'est un procédé absolument remarquable. Alors, quand Klein voit ça, il est stupéfait. Et il dit, oui, mais tu dois avoir tort parce que tu fais comme si, chaque fois qu'on a 4 cercles dans le plan, ils sont orthogonaux à un même cercle. Poincaré lui écrit, il fait un petit dessin comme ça en disant, tu sais, en général, quand on prend plus que 3 cercles dans le plan, il n'y a pas de cercle orthogonal. Et pauvre Klein. Là, mais 3 jours plus tard, Poincaré lui envoie une autre lettre en disant, tu as raison, et il invente les groupes qu'il appelle kleiniens. Ce qui ne plaît pas du tout à Klein, vous pouvez l'imaginer. Mais Klein, franchement, comme le disait Freudenthal, mérite totalement le respect. Il a eu une attitude absolument irréprochable. Alors voici ce qui se passe voici ce que fait Poincaré. Voilà, maintenant les 4 points, ils ne sont pas forcément sur un cercle. Eh bien, on n'est plus dans le monde de la géométrie non euclidienne plane, mais on arrive dans les groupes kleiniens, et Poincaré les interprète comme de la géométrie non euclidienne dans l'espace de dimension 3. Encore un coup de génie. Comme ça, du tac au tac. Et puis si on continue encore, c'est ce qu'on appelle un groupe quasi-fuchsien. Si on continue encore, on a encore d'autres figures que, évidemment, Poincaré n'avait pas d'ordinateur, mais il avait tout ça très clairement dans la tête. Les textes de Poincaré sont remarquablement clairs là-dessus. Alors, voilà, il invente ces groupes fuchsiens, et puis je vous en montre un certain nombre. Ça fait des très jolies figures. Ça, c'est encore une fois, c'est des équations différentielles. Et puis, la fin de mon histoire, le 8 août 1881, il est content. Poincaré est tout content, puisque, regardez, c'est le point numéro 1. J'ai montré que toute équation différentielle linéaire à coefficient algébrique s'intègre par les fonctions fuchsiennes. Il a rempli son contrat, il a résolu toutes les équations différentielles linéaires avec les fonctions qu'il a construites à partir de la géométrie non euclidienne. Il a montré comment la géométrie non euclidienne explique les équations différentielles. Alors, il faudrait que j'aille plus loin, mais ça continue. Bien sûr, Poincaré ne fait que commencer sa carrière. Il n'est pas comme Rimbaud, il a encore beaucoup de choses à dire. Bon, la première chose, c'est qu'encore une fois, il a triché un peu. Les preuves ne sont pas tout à fait correctes. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Le travail, il va le faire en particulier en collaboration, compétition honnête et propre avec Klein. Et tout ça le mènera à publier des très grands articles, très longs, très difficiles à lire. Je peux vous dire que j'en ai un peu bavé. Qui sont en 82, 84. Et puis après, il passera son chemin à faire d'autres choses. Poincaré a fait beaucoup de choses, comme par exemple la conjecture de Poincaré par la suite. Mais il reviendra en 1907 sur cette question et il démontrera ce qu'on appelle le grand théorème d'uniformisation pour les surfaces qu'il obtiendra en 1907 en simultané avec Paul Koebe. Mais c'est une autre histoire dont je ne vais pas vous parler, mais, et ça sera un peu ma conclusion. 1907, c'était 100 ans avant 2007. Bon. Et en 2007, une quinzaine de mathématiciens qui s'entendent bien ont décidé
de fêter dignement cet anniversaire. Nous avons donc loué un gîte rural en Sologne et on a lu les textes fondateurs du XIXe siècle. On a lu Riemann, on a lu Schwartz, on a lu tous ces gens. On a travaillé vraiment comme des bêtes. Et on a été tellement enthousiastes on a eu l'idée de faire un livre pour expliquer cette histoire. Et ce livre, il a été terminé la semaine dernière. Et, enfin, quand je dis terminé, ça veut dire que les éditeurs ont accepté la publication de ce livre la semaine dernière. Donc c'est un livre qui fait quand même 550 pages. On a beaucoup travaillé. Je vais vous montrer comment on était au travail. Il faisait très chaud. C'était vraiment, je le dis avec sincérité, c'était une expérience unique de travail collectif, vous savez, qui font plaisir dans la vie d'un mathématicien. Et puis, voilà, pour terminer, je vais vous dire, citer Lie qui rencontre Poincaré en 1882 et qui écrit une lettre à son copain. Et il lui dit, Poincaré a dit en passant que toutes les mathématiques ne sont qu'une histoire de groupe, d'où l'origine du titre de cet exposé. Et puis, quelques temps plus tard, Picard écrit à Lie et lui dit « Voilà Paris devenir un centre de groupe. Tout cela fermente dans ces jeunes cerveaux et on aura bientôt un excellent vin quand les liqueurs seront un peu reposées. » Alors, pour terminer, je voulais dire qu'on a fait ce travail collectif sur le terrain de l'uniformisation pour écrire ce livre. Et puis, en nous séparant de ce gîte rural en Sologne, on a pris une photo souvenir et puis je l'ai mis dans mon Macintosh, dans mon disque dur. Et quand je l'ai ouvert, je ne sais pas s'il y avait une espèce de phénomène de spiritisme. Je me suis rendu compte qu'en fait, on n'était pas 15. Il y avait 13 esprits qui s'étaient glissés parmi nous. Et voici notre photo souvenir. Nous étions en fait un groupe à 28 éléments. Juste un tout petit mot pour le merci. Jos est un ami maintenant qui n'est pas un mathématicien professionnel, c'est un ingénieur avec lequel j'ai collaboré pour faire des images. Et maintenant, nous collaborons dans le sens que je lui apprends des maths, il m'apprend à faire des images, et c'est chouette, quoi. Voilà.